Et comment ça va? Dans l'Illinois, Irène et Franklin sont mariés depuis environ 50 ans et sont très heureux. Une nuit, Franklin remarque qu'elle ne mange pas beaucoup et s'inquiète pour sa santé. Irène esquive ses questions et demande à voir les étoiles. Le couple se rend alors à la remise et déplace plusieurs objets pour révéler une porte cachée. Ils descendent au sous-sol et marchent à travers un tunnel jusqu'à trouver une autre porte qui les mène à une pièce étrange. Des lumières mystérieuses brillent autour d'eux tandis qu'ils sont téléportés au loin, ce qui fait vomir Franklin. Ils arrivent sur une plateforme d'observation sur une autre planète avec une vue imprenable sur le ciel. Quelques instants plus tard, Franklin veut repartir, mais Irène veut rester un peu plus longtemps. Franklin remarque que, depuis sa chute l'année dernière, Irène a envie d'y aller plus souvent. Ils y sont déjà allés 865 fois depuis qu'ils ont découvert la porte. Et il ne s'est jamais rien passé, alors Franklin en a assez. Il pense qu'il est temps d'en parler à quelqu'un, mais Irène est convaincue qu'ils doivent être responsables de résoudre le mystère. Alors que le couple s'apprête à partir, ils ne remarquent pas que leur voisin Byron les observe de loin. Le lendemain, Franklin aperçoit Byron en train de tondre leur pelouse et se plaint, trouvant cela intrusif plutôt qu'utile. Après un échange superficiel, le couple s'éloigne et Byron court chez lui pour observer le jardin de Franklin par la fenêtre, avouant qu'il a menti sur la réparation de sa tondeuse. Sa femme, Janine, est fatiguée de son obsession pour leur voisin, mais il insiste sur le fait qu'il cache quelque chose dans la remise. Il veut aussi se présenter au poste de conseiller municipal, une idée sur laquelle Janine ne sait pas quoi penser. Au centre-ville, Franklin dépose Irène à l'hôpital pour des examens de routine. Le médecin lui demande si elle mange bien, fait de l'exercice et suit sa physiothérapie, mais Irène évite de répondre. Cela ne fait qu'inquiéter davantage le médecin car ses symptômes s'aggravent et il suggère qu'elle ait besoin de soins à domicile, car Franklin ne pourra bientôt plus s'en occuper seul. Pendant ce temps, Franklin déjeune avec sa petite fille Denise. Elle est préoccupée par eux, car un voisin l'a contacté sur les réseaux sociaux pour lui dire que le couple sortait en pleine nuit. Elle pense qu'il devrait quitter cette vieille maison, mais Franklin refuse. Une fois les examens terminés, Irène visite une maison de soins. Elle discute avec l'infirmière Chandra et rend visite à une vieille amie souffrant de graves problèmes de mémoire. Irène profite de l'occasion pour lui parler du téléporteur, mais l'amie oublie en quelques secondes. Franklin rentre chez lui tard dans la soirée et se rend compte qu'il a oublié de récupérer Irène, alors il fait demi-tour et la retrouve dehors, seul en train d'attendre. Sur le chemin du retour, le camion tombe en panne d'essence car Franklin a aussi oublié de faire le plein. Comme la maison est vide, Byron en profite pour entrer dans la remise et enquêter. Il fait accidentellement tomber son téléphone sur des lampes en recevant un message de Janine et n'a d'autre choix que de partir. Plus tard dans la nuit, Irène dit à Franklin qu'après sa mort, il devra vendre la maison et continuer à vivre. Après que Franklin se soit endormi, Irène écrit une lettre pour s'excuser de ce qu'elle s'apprête à faire. Elle explique qu'elle est fatiguée d'attendre et qu'elle doit faire son propre choix tant qu'elle le peut encore. Elle emprunte alors le tunnel jusqu'à la plateforme d'observation et se prépare à ouvrir la dernière porte, bien décidée à partir. Mais à cet instant, une personne apparaît derrière elle, haletante, demandant de l'aide. Le matin, Franklin trouve Irène en train de ramper dans le jardin. Elle lui parle de la personne mystérieuse, alors Franklin prend un marteau et descend, seulement pour trouver l'homme au milieu du tunnel. En essayant de le déplacer, Franklin découvre du sang sur sa main. L'homme est emmené dans le salon, mais le couple ne trouve aucune blessure. Franklin est convaincu que ce type n'est qu'un drogué qui s'est perdu et ne croit pas Irène quand elle affirme l'avoir trouvé sur la plateforme d'observation. Alors il appelle la police. Irène panique et pense que l'inconnu fait partie du mystère. Alors il le cache à l'étage. Lorsque l'agent Thomas arrive, Franklin lui dit que l'intrus s'est enfui. Thomas veut quand même jeter un coup d'œil, juste pour s'en assurer. Alors Irène lui parle en privé. Elle lui dit que Franklin n'a pas toute sa tête ces derniers temps et qu'il voit des choses. Alors Thomas repart. Pendant ce temps, en Argentine, Tony termine son dîner avec sa mère Estella et fait semblant d'aller se coucher. Mais en réalité, elle sort par la fenêtre pour retrouver un camarade de classe. Elle lui montre la maison, mais il insiste pour entrer dans la chapelle à côté. Tony s'assoit à côté du garçon et essaie de l'embrasser. Mais il recule et avoue qu'il est là juste pour un pari. Tout le monde pense que le grand-père de Tony faisait partie d'une secte et que sa maison est hantée. À ce moment-là, Estella les surprend et les chasse. Ensuite, elle ouvre une porte secrète dans le mur et entre dans un couloir qui l'amène à un téléporteur semblable à celui de Franklin.
Elle retire une pièce du sol et observe un étrange objet brillant. Le lendemain, Estella ne trouve Tony nulle part et part en camionnette à sa recherche pour finalement la trouver en train d'essayer de s'enfuir. Estella la ramène et elles prennent le petit déjeuner dans un restaurant où Tony lui confie qu'elle en a assez de ne pas se faire d'amis. Estella reconnaît qu'il est difficile de vivre au milieu de nulle part, mais elle dit que c'est le devoir de la famille de garder la chapelle et que ce devoir reviendra à Tony quand elle sera plus grande. La conversation est interrompue lorsqu'Estella reçoit une alerte sur son téléphone signalant un intrus chez elle. Dans la chapelle, la porte secrète a été ouverte. Quelques instants plus tard, Estella revient et se prépare à confronter l'intrus, mais il s'agit de son ami Cornelius, qui marmonne en latin et lui demande si elle entraîne Tony. Du côté de Franklin et Irène, ils fouillent les affaires de l'étranger et trouvent un livre, une tablette étrange et quelques pièces d'or. Soudain, ils entendent un bruit et découvrent que l'homme essaie de se lever du lit, mais ils le repoussent en voyant qu'il a de la fièvre. Irène est convaincue que cela ressemble à un virus qu'elle a eu dans le passé, mais ils n'ont plus le bon médicament. Alors Franklin part à la pharmacie. Une fois sur place, le pharmacien appelle le médecin pour obtenir une autorisation. Le médecin demande à parler à Franklin et lui annonce une mauvaise nouvelle concernant sa femme. Sur le chemin du retour, Byron l'aborde pour obtenir son soutien pour sa campagne. Franklin lui dit qu'il ne l'aime pas et s'en va. Alors Byron falsifie sa signature. Plus tard, Janine dit à Byron qu'elle a vu la police rendre visite à leur voisin. Chez lui, Irène trouve une photo dans le livre montrant l'homme avec un bébé et le nom Gabriel en dessous. Elle entend l'inconnu tousser sans arrêt, alors elle lui prépare une infusion spéciale et lui lit le livre. Finalement, l'étranger se réveille et se présente sous le nom de Jude. Il ne sait pas d'où il vient. Il se souvient seulement de montagnes enneigées et de la pluie. D'une manière ou d'une autre, il est tombé. Tout est devenu noir, puis quelqu'un le portait. Quand Franklin revient, il confronte Irène à propos de sa santé. Pour le rassurer, elle mange davantage et promet de suivre toutes les recommandations du médecin, à condition que Franklin la soutienne dans sa quête de réponse. Ils nourrissent Jude et ferment sa chambre à clé avant d'aller se coucher. Au milieu de la nuit, Jude déverrouille la porte pour s'échapper et vole un couteau dans la cuisine. Il se faufile jusqu'à la salle de bain où il retire un petit objet brillant de sa jambe qu'il détruit ensuite. Après l'avoir jeté dans le lavabo, il quitte la maison. Le lendemain matin, Cornelius insiste sur le fait que Tony a besoin de quelque chose appelé Perdisco, car elle est la prochaine dans la lignée, mais Estella n'est pas d'accord. Alors, Cornelius confie à Estella une mission spéciale, lui expliquant qu'elle doit retrouver le fils de quelqu'un d'important qu'il connaisse. Elle doit aussi emmener Tony, à moins qu'elle ne veuille que Cornelius l'emmène lui-même. Une fois Cornelius parti, Tony demande ce qu'est un perdisco et Estella lui explique qu'il s'agit d'un rite de passage avant de lui dire de faire ses valises car elles vont partir en voyage. Elles empruntent le couloir secret de l'église et, en utilisant un panneau caché, Estella sélectionne leur destination. Elles entrent dans le téléporteur et, après seulement quelques secondes, elles en ressortent aux États-Unis. De retour à Franklin, il apporte les mystérieuses pièces dans un magasin de prêt sur gage. Le commerçant lui dit qu'il s'agit de doublons espagnols du XVIIIe siècle, mais il est incapable de déterminer où ils ont été frappés. À la maison, les lumières clignotent mystérieusement. Lorsque le couple va voir Jude, il est toujours dans sa chambre. Il l'emmène prendre son petit déjeuner, mais il finit par vomir dans la voiture. Après avoir pris une douche, Jude enfile les vêtements qu'Irène lui a laissés. En les touchant, il se souvient d'avoir été poursuivi et attaqué par un autre homme. Plus tard, Jude accompagne Franklin en ville, soi-disant pour quelques courses. Cependant, Franklin s'arrête à la gare routière et lui propose $5,000 pour partir. Alors que Jude s'apprête à monter dans le bus, Franklin change d'avis et le ramène chez eux. À la maison, Irène entre dans la chambre de Jude et trouve un bocal contenant une étrange sphère brillante. Lorsque elle la pose sur une table, la sphère disparaît immédiatement, ne laissant que les objets qui se trouvaient dessus. À cet instant, Denise arrive pour une visite et Irène se précipite pour cacher la sphère. Denise tombe sur le livre avec la photo à l'intérieur, alors Irène prétend qu'elle l'a acheté d'occasion et que la photo s'y trouvait déjà. Peu après, les hommes reviennent et Irène dit à Denise que Jude est leur aide-soignant. Denise reste méfiante et après le dîner, au lieu de rentrer chez elle,
elle passe la nuit chez un ami en ville. Pendant ce temps, Irène raconte à Jude qu'elle avait un fils qui s'est effacé lorsqu'il n'avait que 5 ans. En retour, Jude explique que l'homme sur la photo est son père, Gabriel, qui l'a abandonné quand il était jeune. Jude pense qu'il a été envoyé ici pour le retrouver et Irène accepte de l'aider. Dans la salle de bain, Franklin découvre un couteau ensanglanté. Lorsqu'il ouvre le robinet, il voit des fragments de l'étrange objet remonter à la surface. Mais avant qu'il ne puisse les examiner de plus près, l'eau les emporte. Dans le parc, Byron est en train d'accrocher d'autres affiches pour sa campagne lorsqu'il reçoit un appel du comité. Ils ont découvert qu'il avait falsifié certaines signatures et ils l'obligent à se retirer de la campagne sous peine de poursuites judiciaires. Cette nuit-là, il décide de s'introduire à nouveau dans la remise de Franklin et, cette fois, il trouve la porte secrète. Il entre alors dans le couloir et découvre aussi le téléporteur. Le lendemain matin, Jude prend le bocal contenant la sphère brillante et l'enterre dans le jardin. À ce moment-là, il est surpris par Byron qui lui pose de nombreuses questions. Jude prétend être simplement un aide-soignant et s'éloigne. Plus tard, après que Jude a pris un café, Franklin vole la tasse et la porte à Thomas, lui demandant de vérifier les empreintes digitales, tout en expliquant ce qu'il a vu dans la salle de bain. Cependant, Thomas trouve cette histoire insensée et pense qu'Irène avait raison en disant que Franklin perd la tête. Pendant ce temps, Jude et Irène se rendent à la bibliothèque et demandent de l'aide pour retrouver l'homme sur la photo. Le bibliothécaire trouve une correspondance en ligne dans un journal. Il découvre que le père de Jude a été arrêté il y a de nombreuses années et souffrait également d'amnésie. En rentrant chez eux, Franklin confronte Irène au sujet du mensonge qu'elle a raconté à Thomas et lui rappelle que Jude ne peut pas être un substitut à leur fils disparu. Irène refuse d'écouter, alors un Franklin furieux part faire un tour et aperçoit Byron en train de brûler toutes ses affiches de campagne. Pendant ce temps, Tony et Estella retrouvent leur contact, Nick, qui les emmène dans un ancien entrepôt où une machine calcule certains chiffres pour réduire la zone de recherche. Cependant, elle reste encore trop vaste pour retrouver une seule personne, donc Nick devra les accompagner. Grâce à son van équipé, ils parviennent à affiner davantage le signal. Le trio prend la route et, en chemin, Tony découvre un coffre rempli d'armes. À la maison de retraite, Chandra est licenciée après avoir été surprise en train de voler des patients. Elle décide alors de rendre visite à Irène et est déçue d'apprendre que Jude est déjà leur aide-soignant, mais elle laisse tout de même sa carte de visite. Avant de partir, elle prétend aller aux toilettes et cherche quelque chose à voler. Un peu plus tard, Irène demande à Jude de répondre au téléphone qui sonne car elle est sous la douche. C'est l'employé du magasin de prêt sur gage qui a trouvé un acheteur pour les pièces. Jude fait semblant d'être le fils de Franklin et obtient le numéro du client. Il l'appelle ensuite et demande à parler à Gabriel, mais l'homme lui dit qu'il fait erreur. Il prononce aussi quelques mots en latin qui correspondent à ceux que Cornelius a dit à Estella. Effrayé, Jude raccroche et dit à Irène qu'il s'agissait d'un appel de télémarketing. Avant de dormir, Irène donne de l'argent à Jude pour tout le travail qu'il a accompli dans la maison. Plus tard, Jude remarque que sa tablette a disparu et soupçonne Chandra. Il prend sa carte de visite pour la retrouver, mais se perd et entre dans un bar pour demander son chemin. Denise se trouve dans le même bar avec son ami, alors ils finissent par rester avec Jude. Il s'amuse tellement qu'il accepte de monter sur scène pour un karaoké, mais il finit par chanter une chanson lente en latin. Tout le monde le regarde comme s'il était bizarre, et lorsqu'il remarque que Denise est distraite, il en profite pour quitter le bar. À la salle de billard, Franklin joue seul jusqu'à ce que Byron arrive et l'accuse d'avoir dénoncé la falsification des signatures, mais Franklin jure que ce n'était pas lui. Finalement, ils jouent au billard ensemble et discutent de leurs épouses. Franklin doute encore des sentiments d'Irène pour lui, tandis que Byron explique que Janine était veuve quand il l'a rencontrée et qu'il se sent encore aujourd'hui comme un prix de consolation. Ils boivent tellement que Byron avoue avoir vu la pièce secrète dans la remise et Franklin accepte alors de lui en montrer davantage. En pleine nuit, Irène se réveille et réalise que Jude et Franklin ne sont toujours pas rentrés. Alors, elle prend sa voiture pour les chercher. Peu après son départ, Byron et Franklin rentrent chez eux et entrent directement dans le téléporteur. Cependant, rien ne se passe et Byron commence à penser que cet endroit a toujours été une sorte de cachot. De son côté, Jude marche le long de la route lorsqu'il aperçoit une voiture de police et prend peur. Alors, il essaie de fuir. Le policier se lance à sa poursuite et l'attrape, déclenchant chez Jude un souvenir de son agresseur. Il est alors révélé qu'il a poignardé cet homme à plusieurs reprises, ce qui explique le sang sur ses vêtements.
Le policier arrête immédiatement Jude au moment même où Irene passe à proximité. Au poste de police, Irene est déçue que Jude ait tenté de s'enfuir et exige la vérité. Jude explique que toute sa vie, il a été gardé dans un endroit isolé, perdu au milieu de nulle part, pour protéger la porte mystérieuse. Il en existe plusieurs et personne ne sait qui les a construites ni pourquoi, mais elles sont très anciennes. La planète qu'Irene voit n'est qu'un désert où les choses viennent mourir. L'homme que Jude a tué était un garde qui avait tenté de l'empêcher de s'échapper, et si les membres de son organisation le retrouvent, ils le tueront aussi. Jude pense que Gabriel est passé par la porte, ce qui l'a poussé à l'utiliser pour partir à sa recherche. Alors, Irene use de son charme pour convaincre le policier de libérer Jude. Pendant ce temps, le groupe d'Estella arrive à une tour de transmission et Nick commence à l'escalader pour la pirater. Tony essaye de prendre une photo, mais Estella lui interdit de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Lorsque Nick reçoit une notification de la tour, un employé arrive, alors Estella doit rapidement l'assommer et l'enfermer dans sa camionnette. Après cela, le trio reprend de la route, tandis que Nick annonce qu'il se dirige vers l'Illinois. Quelques heures plus tard, Estella demande à Nick de prendre un autre chemin et de s'arrêter près de la forêt. Elle marche entre les arbres, se remémorant le jour où elle est venue ici avec son père lorsqu'elle était jeune pour une mission. Estella devait rester dans la voiture avec le radar, mais elle a désobéi et suivi son père, le voyant se battre avec une adolescente qui refusait de le suivre. La jeune fille l'a poignardé et s'est enfuie, alors l'homme a tiré pour tenter de l'arrêter. Plus tard, Estella a aidé son père à charger le corps dans la voiture et à le jeter dans le lac. Ce jour-là, il lui a enseigné que c'était leur devoir. Dans la camionnette, Nick apprend à Tony à tirer et laisse accidentellement échapper qu'il connaissait son père, un homme dont Tony ignore tout. Le lendemain, Franklin emmène Irene à l'hôpital et le médecin est heureux de voir qu'elle va beaucoup mieux. Au même moment, Denise rend à nouveau visite à la maison et interroge Jude au sujet de la photo dans le livre. Jude répond que sa famille faisait partie d'une secte, ce que Denise prend pour une plaisanterie. Lorsque le couple rentre, Franklin sort un vieil appareil photo et le donne à Byron, lui demandant de développer les photos pour voir la vérité. Plus tard, Irene rend visite à Chandra et la distrait pendant que Jude entre pour récupérer sa tablette. Cependant, il trouve aussi un collier contenant le même objet que celui qu'il avait dans la jambe, alors il se précipite pour confronter Chandra. Une dispute éclate et Jude révèle que Chandra possède de nombreux objets volés aux patients. Irene lui promet de garder le secret si elle leur dit d'où vient le collier. Après leur départ, Jude explique que la tablette est une clé et que les capsules sont des traceurs, raison pour laquelle il a retiré la sienne. Il pense que le collier appartenait à son père. Pendant ce temps, Byron développe les photos et voit Irene et Franklin sur la plateforme d'observation. Il rentre chez lui en courant, cherche des informations en ligne et tombe sur des milliers de théories du complot. Finalement, il en trouve une intitulée « La porte impossible ». Accompagné d'une illustration représentant un missionnaire argentin datant de 1623. Lorsque Franklin rentre chez lui, il trouve la remise et la porte secrète ouverte. Il découvre que Byron tente de manipuler la porte mystérieuse, mais sans parvenir à la faire fonctionner. Franklin remarque des empreintes digitales ensanglantées à côté de la porte et tire une pierre, révélant un panneau de contrôle. Contrairement à celle d'Estella, il manque la sphère et Franklin commence à soupçonner Jude. Sur le chemin du retour, Byron remarque des feuilles flottant dans l'air et commence à creuser à cet endroit, découvrant le bocal contenant la sphère disparue. Cette nuit-là, alors que Franklin sort pour jeter les ordures, il trouve la lettre d'Irene et est dévasté en lisant le contenu. Il retourne à la maison et dit à Jude qu'avant, tout allait bien, mais que depuis son arrivée, il n'a apporté que de la douleur. Jude lui demande s'il en est sûr, ce qui pousse Franklin à sortir et à passer la nuit chez Byron. Pendant ce temps, le groupe de Tony arrive dans l'Illinois et s'installe dans un motel. Alors qu'Estella va à la machine à sodas, elle entend des bruits étranges venant de la chambre de Nick. Elle découvre qu'il fait des tours avec l'une des sphères pour impressionner une employée de nuit. Estella paye la femme pour qu'elle parte et réprimande Nick pour avoir joué avec des choses dangereuses, lui rappelant que son frère est mort parce qu'il ne savait pas se tenir. Nick réplique qu'Estella ne vaut pas mieux, car elle cache la vérité à Tony. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Nick raconte à Tony qu'Estella était une adolescente rebelle et la critique pour ne jamais avoir parlé de son frère. Lorsqu'il essaye de dire que Tony lui ressemble, Estella lui frappe le visage contre la table. Elle traîne Tony jusqu'à la camionnette et part sans Nick. Pendant le trajet, Estella explique que la personne qu'elle recherche fait partie de leur organisation et qu'elles doivent l'arrêter avant qu'il ne mette d'autres personnes en danger. Tony accepte d'utiliser la machine de Nick pour
pour déterminer leur prochaine destination. Pendant ce temps, Jude et Denise rendent visite à l'ancien propriétaire du collier que Chandra a mentionné. Ils rencontrent un homme qui explique que le collier appartenait à son père, un routier. Un jour, il a pris en stop un inconnu qui semblait fuir quelque chose. Ses soupçons se sont confirmés lorsque le camionneur a remarqué qu'ils étaient suivis. L'autostoppeur a alors pris un couteau dans la boîte à gants, retiré un traceur de sa cheville et l'a donné au conducteur avant de s'enfuir. Pendant ce temps, Byron montre la sphère à Franklin, mais celui-ci ne s'y intéresse pas et dit à Byron d'essayer seul. Franklin rentre alors chez lui et confronte Irene à propos de la lettre. Elle tente de s'excuser en disant qu'elle a fait une erreur, mais Franklin est convaincu que quelque chose ne va pas dans leur mariage et qu'il n'est plus suffisant pour qu'elle veuille le rester. Dans la remise, Byron place la sphère dans le panneau de contrôle, mais rien ne se passe. Au poste de police, Thomas découvre que Jude a été arrêté l'autre nuit et commence à douter de l'histoire de la tasse. Quelques instants plus tard, il rend visite à Irene et lui montre tout ce qu'il a découvert sur Jude grâce à ses empreintes digitales. Un historique d'incidents violents et d'hospitalisation psychiatrique. Thomas veut arrêter Jude, mais Irene prétend qu'elle l'a déjà renvoyé pour ivresse. Peu après, Denise et Jude reviennent avec des informations sur l'endroit où son père aurait été aperçu il y a quelques années. Jude veut suivre la piste de son père et Irene et Denise acceptent de l'accompagner, mais Franklin refuse d'y aller. En privé, Irene montre à Jude le rapport de Thomas, mais celui-ci affirme que tout a été fabriqué par son organisation pour que la police puisse l'arrêter. Après le départ du groupe, Franklin reçoit un appel de l'acheteur des pièces et découvre que Jude lui a menti. L'acheteur explique que les pièces sont extrêmement rares et demande où il les a trouvées, mais Franklin, nerveux, raccroche. À ce moment-là, Byron l'appelle à la remise et lui révèle qu'il a connecté un générateur au téléporteur. Il a compris que la sphère était le chargeur de la machine et que celle-ci avait perdu son énergie lorsqu'on l'a retirée. Maintenant, il veut la recharger. Dès qu'ils allument le générateur, tout le tunnel commence à trembler et la sphère émet une puissante onde de choc qui fait clignoter les lumières du quartier, déclenche les alarmes des voitures, fait aboyer les chiens et tue même des oiseaux. Dans la camionnette, la machine de Nick subit un court-circuit et manque de faire perdre le contrôle à Estella, qui évite de justesse un accident. Elle et Tony réalisent qu'elles sont arrivées dans un quartier privé d'électricité. Lorsque la sphère cesse d'émettre, Franklin et Byron utilisent le téléporteur. Byron vomit avant même de poser le pied sur la plateforme d'observation, stupéfait par la beauté de la planète. Franklin admet qu'il n'a jamais eu le courage d'aller plus loin, mais qu'il est enfin prêt maintenant. Il révèle qu'il travaille sur des combinaisons spatiales depuis des années. Ils doivent terminer les combinaisons et Byron accepte d'aider. Il part faire des courses pour acheter du matériel de plongée. Il passe aussi chez lui pour prendre quelques outils et doit mentir à Janine au sujet du projet. Elle est frustrée car il est à peine à la maison ces derniers temps et commence à se plaindre de la honte qu'il a infligée à la famille avec la signature falsifiée. Cela fait réaliser à Byron que c'est elle qui l'a dénoncé au conseil. Dans le parc, Estella accroche des affiches de disparition avec le visage de Jude. Elle est repérée par Thomas, qui lui signale que sa camionnette est mal garée et se méfie de ces deux étrangers en vacances dans une si petite ville. Soudain, Tony se met à crier des choses aléatoires en espagnol et Estella se dispute volontairement avec elle. Comme Thomas ne comprend rien à leur échange, il est mal à l'aise et s'en va. Plus tard, à l'hôtel, Tony consulte les réseaux sociaux et tombe sur une vidéo de Jude chantant au karaoké. Mais Estella annonce qu'elle mènera cette enquête seule. Dès qu'elle part, Tony appelle Nick pour lui demander de l'aide. Estella arrive au bar où un employé lui remet la carte de visite de Chandra que Jude a accidentellement laissée derrière lui. Ensuite, elle va voir Chandra qui refuse de parler sans être payé. Sans argent, Estella retourne à l'hôtel et trouve Cornelius qui attend des nouvelles. Plus tard, Cornelius et les filles retournent voir Chandra. Il essaye de la payer avec des doublons, mais Chandra ne croit pas qu'il s'agisse de véritable or et exige de l'argent liquide. Cornelius réagit en la blessant jusqu'à ce qu'elle donne l'emplacement de Jude. Ensuite, il la tue et brûle son corps dans sa voiture. Pendant ce temps, Irene, Jude et Denise arrivent à l'endroit où le routier aurait laissé Gabriel. Ils y rencontrent Anna qui explique qu'elle sortait autrefois avec Gabriel mais qu'il est parti sans prévenir il y a 15 ans. Lorsqu'elle apprend depuis combien de temps le groupe voyage, elle les invite à passer la nuit chez elle. Irene appelle la maison mais Franklin ne répond pas. Alors elle lui laisse un message. Elle continue aussi d'entendre des bruits étranges dans la maison. Mais Anna jure que ce n'est que le vent. Pourtant, alors que les autres sont distraits, Anna entre dans une pièce cachée.
Là, Paul surveille tout grâce à des caméras cachées. Il a retracé l'appel d'Irène et confirme qu'il provient du même numéro que celui de l'homme aux pièces, révélant que Paul était l'acheteur mystérieux. Plus tard, Anna installe Jude dans la chambre de Gabriel, où il est surpris de retrouver le même livre qu'il lisait. Les marges sont remplies de notes et un bout de papier avec des runes est glissé à l'intérieur. Dans l'autre chambre, Irène s'excuse auprès de Denise pour la mort de son père, se reprochant ce qui est arrivé. Un flashback montre que le fils d'Irène était profondément déprimé, mais qu'elle l'a poussé à s'occuper de la famille. Cette pression l'a conduit à tout arrêter. Le lendemain matin, le trio reprend la route suivi de près par Paul. Pendant ce temps, Byron et Franklin terminent enfin les combinaisons spatiales et se rendent sur la plateforme d'observation. Cependant, Franklin décide de ne pas sortir car il veut partager ce moment avec Irène. Byron part seul et décrit par radio la beauté spectaculaire du paysage. Franklin lui rappelle de ne pas aller trop loin, mais Byron annonce qu'il aperçoit des meubles et disparaît derrière un virage, perdant tout contact radio, ce qui fait craindre le pire à Franklin. Lorsque la famille rentre, Franklin prétend que tout va bien, mais il est évident qu'il est rongé par la culpabilité. Jude va dans sa chambre et révèle qu'il a volé le livre chez Anna. En utilisant les annotations et la tablette, il commence à traduire le message. Pendant ce temps, Irène emmène Denise voir le téléporteur, lui expliquant qu'elle l'a découvert après la mort de son fils et a toujours cru qu'ils étaient liés. Elle lui parle de l'autre planète, de la manière dont cela l'a aidé à surmonter son deuil et de sa rencontre avec Jude là-bas. Denise n'apprécie pas d'apprendre qu'on lui a tant menti et quitte la maison furieuse. Le lendemain, Jude cherche la sphère mais ne trouve qu'un trou dans le sol. Franklin retourne sur la plateforme d'observation mais Byron ne répond toujours pas. Sur le chemin du retour, Janine l'interpelle pour lui demander s'il a vu son mari et Franklin fait semblant de ne rien savoir. Puis, Jude confronte Irène et Franklin au sujet de la sphère, les avertissant qu'elle est dangereuse. Il annonce qu'il partira bientôt pour suivre les pistes concernant son père. Et Franklin l'interroge sur la planète. Jude confirme qu'il ne s'agit que d'un désert vide. Pendant ce temps, Cornelius s'arrête pour se soulager et découvre les oiseaux morts dans la zone. Dans la camionnette, Estella explique à Tony qu'elle devra tuer Jude quand elles le retrouveront. Sinon, l'organisation émènera Tony de force. Leur conversation est interrompue par Cornelius qui leur parle des oiseaux morts et aperçoit Jude partir en voiture. Estella décide de le suivre avec la camionnette pendant que Cornelius et Tony espionnent la famille. En observant la maison dans la forêt, Cornelius révèle à Tony que le frère de Nick est son père et qu'il pourra les présenter une fois tout cela terminé. Tony marche vers la maison et Franklin sort à sa rencontre, mais Cornelius surgit derrière lui, armé. Pendant ce temps, Jude retrouve Denise et tente de la convaincre qu'il ne lui a jamais menti. Soudain, Estella surgit et commence à tirer, forçant les deux à se cacher derrière une voiture. Jude dit à Denise de retourner chez ses grands-parents avant de s'enfuir dans la forêt pour attirer Estella loin d'elle. Denise rentre en voiture et trouve ses grands-parents retenus en otage par Cornelius. Il la capture également et menace de la tuer jusqu'à ce qu'Irène révèle que le téléporteur se trouve dans la remise. Cornelius donne une arme à Tony et lui ordonne de garder la famille enfermée pendant qu'il cherche la porte secrète. Dès qu'il part, Irène tente de raisonner Tony. Après un moment d'hésitation, Tony prend un couteau pour les libérer, mais Cornelius revient et l'en empêche. Pendant qu'ils débattent sur ce qui est juste pour le bien commun, Denise essaye discrètement d'utiliser ses clés pour couper les liens de Franklin. Cornelius appelle Estella et lui propose un nouveau plan. Elle crie dans la forêt qu'ils ont capturé Denise et sa famille. Alors si Jude veut les sauver, il doit se rendre. Jude se livre et tandis qu'Estella l'emmène vers la camionnette, il lui dit qu'il se souvient d'elle lorsqu'il était enfant, agenouillé devant sa mère lors d'une cérémonie spéciale. De retour à la maison, Cornelius frappe Jude avec son arme et lui dit que elle l'a envoyé. Jude n'y croit pas et Cornelius le frappe à nouveau, l'accusant d'avoir mis sa famille en danger. C'est à Estella de le tuer, mais elle n'y arrive pas. Cornelius décide alors de le faire lui-même, mais Franklin l'attaque et est rapidement repoussé. Cornelius tente ensuite de tuer Estella pour sa trahison, mais Jude intervient et l'affronte. Cela donne à Franklin l'opportunité de l'assommer avec la canne d'Irène. Estella saisit l'arme et annonce qu'il n'y aura plus de mort, puis électrocute Cornelius jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Plus tard, Cornelius, ligoté et bâillonné, est jeté dans la camionnette et Estella déclare qu'elle et Tony vont partir loin d'ici.
Elle ne s'inquiète pas des représailles car Cornelius est désormais sa monnaie d'échange. Peu après, sur la route, une voiture percute la camionnette par l'arrière. Estella tente d'accélérer, mais le véhicule la heurte sur le côté, envoyant la camionnette hors de la route. La camionnette roule en bas d'une colline avant de s'immobiliser. Plusieurs hommes encerclent le véhicule et capturent les deux femmes, tandis que Hannah et Paul saluent Cornelius. À la maison, Denise dit à Jude qu'elle veut partir avec lui. Ils entrent dans la remise et Jude insère sa tablette dans le panneau de contrôle révélant un clavier caché. Ils peuvent désormais choisir leur destination, alors il entre l'adresse qu'il a vue sur le papier du livre, tout en précisant que l'endroit se réinitialise après chaque voyage. Après des adieux émouvants, les deux disparaissent dans le téléporteur et arrivent dans un luxueux immeuble à Bangkok. De retour à Franklin, il finit par avouer à Irene la vérité sur Byron et les combinaisons spatiales. Il pense que Janine mérite des réponses et décide d'aller chercher Byron. Irene le soutient et lui dit quelques mots d'amour avant de le laisser partir. Dehors, Franklin est surpris de retrouver leur table basse. Il continue d'avancer, mais perd la connexion radio. Finalement, Franklin découvre un cadavre avec un couteau planté dans la poitrine, sans savoir qu'il s'agit de l'homme que Jude a tué. Soudain, il se rend compte que son costume manque d'oxygène et qu'il a du mal à respirer. La radio fonctionne un instant et il parvient à envoyer un dernier message à Irene avant de perdre connaissance. Il pense que son temps est écoulé, mais à cet instant, Irene apparaît et lui retire son casque. Ils découvrent que l'air est respirable pour les humains et qu'il y a même une ville à proximité. Ainsi se termine la première saison de Night Sky, une série de science-fiction et de drame sortie en 2022. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo.